Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour des crypto-monnaies et de l'actualité des cryptos. Cette semaine, on va aborder donc le cas de Bitcoin et Ethereum comme la semaine dernière. On va voir ce qui s'est passé, ce qui va se passer et les graphiques et les points importants autour de ces deux cryptos. Dans un premier temps, on va parler de Bitcoin. Le premier événement majeur autour de Bitcoin, c'est autour de MTGOX. Donc MTGOX, c'est le grand exchange qui a fait faillite en 2014. Donc, qui avait donné lieu à la perte de 770 000 bitcoins, donc c'est les bitcoins des clients de MTGOX de l'époque. Et sur ces 770 000 bitcoins, il en reste actuellement 160 000, donc à des clients hors Japon, qui vont pour le coup être restitués en bitcoin et en bitcoin cash, puisqu'il y a eu le fork entre temps, et que donc ces 160 000 bitcoins ont donné lieu à 160 000 bitcoin cash. Donc il y aura une nouvelle réunion autour des modalités de paiement en octobre, il y en a eu là il y a quelques jours, le 26 septembre. Normalement, ces bitcoins devraient être distribués pour 2019, pas avant. Donc si vous voyez des articles circuler autour de cette distribution, etc., faites très attention aux titres, lisez bien ce qui est décrit dans les articles, parce que MTGOX est un marronnier qui revient depuis quelques temps pour faire peur au marché. Restez tranquille, hein, aux dernières nouvelles, il semblerait que ces 160 000 bitcoins ne soient pas distribués avant 2019. Dans un second temps, on va aborder une news un peu cocasse sur Bitcoin autour de Kraken. Donc Kraken qui est accusé, pas uniquement Kraken, hein, donc c'est Kraken, Hubbit et Bitstamp qui sont accusés par CME. Donc CME, le grand groupe d'actionnaires qui délivre les futurs Bitcoins sur la place boursière américaine. Donc CME accuse Kraken, Hubbit et Bitstamp de manipuler le prix du Bitcoin pour influencer le prix des futurs. C'est-à-dire que les futurs, ce sont les produits distribués par CME et CBOE, donc aux investisseurs, aux traders américains, et ils sont basés sur les prix de Kraken, Bitstamp et Hubbit. Et donc CME, quand il considère que des mouvements sont trop erratiques ou que des mouvements sont anormaux, il crie à la manipulation des prix. Et donc ça, c'est un petit jeu qui se fait depuis quelques mois maintenant. La première accusation, elle date de juillet. Donc je vous mets tous les liens en description autour de la manipulation des prix entre Tether et Kraken. Donc toujours de la part de CME qui accusait Kraken déjà à l'époque de manipuler les prix. Donc je vous invite à vous renseigner autour de ce drama qui est un peu en fil rouge, parce que bon, ça n'a pas une très grande incidence sur la vie des crypto-monnaies. C'est juste des acteurs, des vendeurs de pelles comme on les appelle. Ce sont tous des brokers qui sont des concurrents directs et donc qui essaient de se tirer un petit peu dans les pattes les uns les autres. En troisième point, donc on a Bakkt. Le Bakkt, c'est un projet assez important pour Bitcoin, notamment, et par extension à tout le monde des crypto-monnaies, qui est donc lancé par ICE et la NYSE, donc les grandes places de marché américaines. L'objectif, il est double. D'un côté, c'est de proposer aux investisseurs des futurs qui seront régulés. Donc ça veut dire que vous aurez la possibilité sur le marché américain d'acheter des bitcoins par le biais de contrats dérivés. Donc ça veut dire que vous allez acheter un contrat, ce contrat a une échéance, une date précise, donc le 29 septembre, le 29 octobre. Si vous conservez le contrat jusqu'à cette date, vous avez la possibilité de demander l'échange de ce contrat contre de vrais bitcoins, enfin la quantité qui est inscrite sur le contrat. Ça va obliger Bakkt à intervenir sur les marchés réels, puisque comme je vous ai expliqué, ils devront pouvoir délivrer ces bitcoins, ces actifs réels, à leurs clients. Donc ça signifie dans un premier temps une hausse des volumes sur les crypto-monnaies, donc c'est un facteur très positif pour le marché pour cette fin d'année. Et le deuxième objectif, ça va être de permettre aux crypto-enthousiastes, c'est-à-dire aux gens qui sont déjà dans la crypto-monnaie, de commencer à créer un écosystème qui permettra de les dépenser, donc c'est-à-dire de enfin utiliser Bitcoin comme il devrait être utilisé, un moyen de paiement. Après bon, ça c'est tout un débat, mais on parle donc de Starbucks et Microsoft qui vont mettre en place des systèmes qui s'apparente un peu au Lightning Network, donc c'est-à-dire qu'on va mettre en place un réseau qui sera propriétaire, ça veut dire qu'il appartiendra à Bakkt, par lequel vont transiter des bitcoins, donc ce sera une sorte de chaîne secondaire à Bitcoin, ça évitera tous les problèmes de transactions lentes, etc., de transactions trop chères, et ça permettra à n'importe qui de passer à Starbucks, d'acheter son café, tout ce que vous voulez, avec son portefeuille Bitcoin, et derrière le réseau Bakkt en fait transférera ça vers un fonds de garantie qui transformera ça immédiatement en cash. Puis ensuite la grosse news qu'il va falloir surveiller dans les jours à venir, là, c'est dimanche, dimanche le 30 septembre, la SEC va rendre sa décision sur les ETF VanEck Solidix. Donc ce sont des ETF, comme on a déjà parlé dans la dernière vidéo, les ETF ça peut avoir un impact très positif pour ce qui concerne la spéculation autour du prix, parce qu'en soi normalement les ETF n'interviendront pas, n'auront aucun lien avec les marchés réels.
mais ça pourrait avoir un impact positif, ne serait-ce que par l'accroissement des volumes, l'accroissement de l'intérêt, et puis par la promotion qui pourrait être faite de Bitcoin par le biais de ces ETF. C'est-à-dire que n'importe quel banquier pourra proposer à son client de mettre une partie de son épargne dans le Bitcoin via cet ETF, et ça va donner un certain rayonnement, une certaine notoriété, ça va donner une certaine assise à Bitcoin. Donc dans un sens, c'est très positif. Alors maintenant, on va parler du graphique. Au niveau du graphique, hein, sur Bitcoin, comme on avait vu la dernière fois, on a bien effectivement été tapé le support. On n'est pas allé jusque 5800, mais on est allé jusque 6100. On est remonté. On a cassé le range que j'aurais pensé être un range un peu plus long, entre 6100 du coup et 6500 $. On l'a cassé pour aller faire un double top à 6850 $. Donc, on va voir comment ça va évoluer là dans les heures, les jours à venir. Mais la configuration est plutôt intéressante. La volatilité est à son plus bas. On a un troisième point bas qui est plus haut que le précédent. Donc vous voyez là sur le graphique que je vous mets. L'idée là maintenant ce sera d'aller chercher un nouveau plus haut. Donc il faudrait aller au-delà dans un premier temps 7400, 7500. Et dans un second temps aller voir au-dessus de 8500. Donc il faut rester très prudent puisque comme je vous dis là la volatilité est vraiment à son plus bas. Donc Bitcoin n'a pas beaucoup de jus hein, pour résumer un peu la situation. On va suivre ça avec attention. Moi je mets toujours une limite. Pour moi la résistance, comme je vous avais dit, l'impulsion sur le support sera de moins en moins grande. Pour moi l'impulsion est terminée, là on est à 6850, l'impulsion du moment est terminée. On va redescendre un petit peu, peut-être même aller rechercher le support, hein, pourquoi pas. Peut-être dans un premier temps 6500, peut-être dans un second temps redescendre jusqu'au support à 6200, 6100. Ou sinon on continuera l'ascension. Donc les 6850 $ sont la zone à surveiller. Et dans un second temps 6500 et 6100 $. En dessous on retournera sur le bas du support annuel et encore une fois, comme la semaine dernière, rien de nouveau. Les 5800 $ à surveiller impérativement. Maintenant on va parler d'Ethereum. Donc Ethereum, il n'y a pas grand chose à dire en soi, mais il y a Vitalik qui a sorti un papier il y a à peu près un jour et demi sur les développements autour de sharding. Et donc le sharding c'est la fragmentation hein, de la blockchain Ethereum. C'est une opération qui permettra de rendre Ethereum plus scalable, donc c'est-à-dire que Ethereum soit utilisable par un plus grand nombre de personnes au même moment. Et il semblerait qu'il y ait des avancées de ce côté-là, donc ça c'est très positif. Je ne vais pas vous faire une explication de ce qu'est le sharding. Je vous mets un lien en description qui est une translation de l'interview de Vitalik d'il y a quelques mois par ethereumfrance.com, qui est le site officiel d'Ethereum pour la France, qui explique un peu ça, qui explique un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi ça pourrait être une solution. Et on peut voir, peut-être par voie de conséquence, que le hash rate est un petit peu remonté. Donc c'est peut-être un regain d'intérêt de la part des mineurs pour Ethereum qui semblerait avoir des solutions à offrir d'ici quelques mois pour un peu plus de scalabilité, qui est son principal problème actuellement. On va passer au graphique maintenant. Donc sur Ethereum, comme je vous disais la dernière fois, on a visité donc, les 220 $. On est retourné vers les 220 $, on a buté un petit peu dessus, une première fois, deuxième fois, on les a franchis, on est retourné jusqu'à 250 $, je crois, au plus haut. On est dans une configuration qui semble assez intéressante. Au-dessus des 200 $, on pourrait être dans un mouvement intéressant, on a un volume qui est assez impressionnant sur ce qui semble être un niveau assez bas. Donc je vais personnellement continuer, puisque j'ai commencé depuis 270 $ à acheter. Je vais continuer à acheter. Attention, c'est pas un conseil, hein, pas de conseil en investissement ici. La preuve, j'ai acheté à 270 $ et puis bon, aujourd'hui on est à 220. Mais j'ai racheté autour de 200 $ et autour de 230 $. Donc l'objectif là, c'est vraiment d'acheter pour conserver, buy and hold. L'objectif c'est de garder la position à long terme, 1, 2, 3 ans. Ou vendre éventuellement dans les mois à venir si effectivement l'actif performe.